Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine en direct de la rédaction du mois de décembre. Pour ce dernier numéro de l'année 2018, nous vous proposons de faire le point sur la nouvelle fiscalité concernant l'immobilier des non-résidents pour 2019 en compagnie de notre experte Sophie Delage. Puis nous nous intéresserons au statut des travailleurs des plateformes électroniques avec Karina Flalo, chef de rubrique en droit social. Nous ouvrons donc cette édition avec le volet fiscal. La fiscalité concernant l'immobilier détenu en France par des non-résidents est en effet invitée au débat. Dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2019 et du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, j'invite Sophie Delage, rédactrice spécialisée de la rédaction fiscale, à me rejoindre sur le plateau. Bonjour Sophie. Bonjour Marianne. Lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2019, le gouvernement a présenté un amendement adopté par l'Assemblée nationale qui permet aux contribuables qui cèdent leur ancienne résidence principale détenue en France après expatriation d'être exonérés du prélèvement de 19% sur la plus-value immobilière. On n'y croyait plus, Sophie. En effet, parce que sous réserve des dispositions des conventions internationales, eh bien, les plus-values immobilières de sources françaises réalisées par les non-résidents supportent un prélèvement obligatoire de 19%. Mais les non-résidents bénéficient de certaines exonérations, comme les résidents, notamment pour délai de détention, ou encore lorsque le prix de cession est inférieur à 15 000 €. Mais en revanche, ils ne peuvent pas bénéficier de l'exonération au titre de la résidence principale qui est accordée aux résidents, puisque celle-ci est réservée aux résidents. Et le contribuable qui transfère son domicile fiscal hors de France, eh bien, par définition, devient un non-résident. Donc pour lui, à partir du moment où il transfère son domicile, eh bien, sa résidence principale se transforme en résidence secondaire sans aucune tolérance administrative. Alors, il bénéficie en revanche d'une exonération spécifique pour la cession du logement qu'il détient en France qui est plafonnée à 150 000 €. Du coup, l'amendement qui a été déposé leur permettrait non plus de bénéficier d'une exonération partielle, limitée et plafonnée à 150 000 € de plus-value imposable, mais à une exonération totale en cas de cession de leur ancienne résidence principale en France. Pourtant, plusieurs décisions de justice sont tentées d'accorder une exonération totale de plus-value aux contribuables qui cèdent un bien immobilier situé en France à l'occasion de leur départ à l'étranger. Oui, c'est vrai. Plusieurs décisions se sont penchées donc, sur cette différence de traitement fiscal entre résidents et non-résidents. Notamment sur le terrain de la discrimination, déjà, on a une décision qui s'est penchée, qui a estimé qu'il était discriminatoire de traiter différemment des contribuables qui cèdent leur résidence en France selon qu'ils transfèrent leur domicile en France ou hors de France. Mais le Conseil constitutionnel s'est prononcé en 2017 pour juger que ce traitement différencié n'était pas contraire à la Constitution. Dans son attendu, dans son considérant, il indique que cette différence de traitement est en rapport avec l'objet de la loi et fondée sur des critères objectifs et rationnels. Ensuite, on a une autre décision, cette fois-ci sur le terrain de la conformité au droit de l'Union européenne. C'est en effet un arrêt de 2018 qui a estimé que les dispositions nationales qui limitent l'exonération de plus-value immobilière des non-résidents lorsqu'ils cèdent leur résidence principale à 150 000 € de plus-value imposable alors que les résidents bénéficient, eux, d'une exonération à 100%, eh bien, peuvent être de nature à dissuader un résident fiscal de France qui devient résident fiscal d'un autre pays de céder sa résidence principale. Et donc cette mesure restreindrait alors la circulation du produit de cette vente à destination de son nouveau pays de résidence, et ce qui serait contraire au principe de libre circulation des capitaux. Et c'est donc dans ce contexte que le gouvernement a déposé cet amendement. Il va permettre aux contribuables qui vendent leur résidence principale dans l'année qui suit leur départ en France de bénéficier d'une exonération totale de plus-value, à l'instar des résidents. Exactement, alors sauf que ce ne serait pas pour tout de suite. Le projet de loi de finances pour 2019 prévoit cette exonération pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019. Elle serait soumise à conditions. En fait, il y a deux conditions exigées. Tout d'abord, la première, ce serait que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de la première année qui suit
le transfert de domicile hors de France. Et puis la deuxième condition, ce serait qu'entre le transfert de domicile et la cession, eh bien, le bien soit libre de toute occupation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de location ou de mise à disposition au profit de tiers. Et est-ce que ces deux conditions cumulatives sont également exigées en cas de cession de sa résidence principale par un résident de France ? Alors pour le résident, hein, il est exigé que le bien vendu soit la résidence principale au jour de la cession. Toutefois, une tolérance administrative permet que ce bien soit pu occupé au moment de la cession, à partir du moment où il l'a été, jusqu'à sa mise en vente, et que ensuite la cession intervienne dans un délai normal. Donc l'administration fiscale considère que le délai d'1 an qui va séparer la mise en vente de la vente est un délai normal, mais la jurisprudence peut accorder des délais supplémentaires qui vont être justifiés par des circonstances de fait ou de droit. Et puis, seconde condition qui est similaire à celle exigée pour les non-résidents, c'est-à-dire une absence de mise à disposition au profit de tiers ou au profit de la famille, c'est-à-dire pas de location ou pas de mise à disposition à titre gratuit. Le bien doit être libre au moment de la cession. Et est-ce que tous les non-résidents pourraient bénéficier de cette exonération ancienne résidence principale en France? Alors l'exonération serait réservée aux contribuables qui transfèrent leur résidence dans des pays membres de l'UE ou alors en Islande ou en Norvège. Si les non-résidents ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de l'exonération totale de plus-value au titre de la résidence principale, par exemple dans le cas où le logement est occupé au moment de la cession, ou encore si la cession n'intervient pas dans l'année qui suit le transfert, est-ce qu'ils pourront bénéficier de l'exonération spécifique plafonnée à 150 000 € de plus-value imposable? Complètement, hein, ils pourraient continuer à bénéficier de cette exonération spécifique plafonnée donc à 150 000 € de plus-value imposable. Donc pour rappel, il y a 3 conditions. D'abord, il faut que le non-résident ait été domicilié en France au moins 2 ans à un moment quelconque avant la cession. Ensuite, il faut que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de la 5e année qui suit la cession, peu importe la situation du bien, hein, qu'il soit loué ou qu'il soit libre, ou alors sans délai. Mais cette fois, la condition, c'est que le non-résident ait la libre disposition du bien, au moins depuis le 31 décembre de l'année qui précède la cession. Le projet de loi de finances pour 2019 aménage les conditions de cette exonération partielle? Complètement, hein, au lieu d'avoir une cession qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la 5e année qui suit le transfert de domicile, eh bien, le délai serait rallongé puisque ce serait 31 décembre de la 10e année qui suit le transfert de domicile, et ce, peu importe la situation du bien vendu, hein, libre ou occupé. Très bien. Est-ce que ces deux exonérations, l'exonération totale en cas de cession de l'ancienne résidence principale en France et l'exonération partielle en cas de cession du logement en France, pourraient se cumuler? Alors, ces deux exonérations seraient vraiment exclusives l'une de l'autre, hein, ce qui signifie que si le non-résident, un même résident a déjà, enfin un même contribuable, pardon, a déjà bénéficié de l'exonération plafonnée à 150 000 € de plus-value imposable, il ne pourrait pas bénéficier de l'exonération totale pour un autre bien au titre de la résidence principale et inversement. Très bien. Alors, lorsque les plus-values immobilières des non-résidents sont exonérées du prélèvement de 19 %, elles sont également exonérées de prélèvements sociaux. Mais qu'en est-il des plus-values imposables des non-résidents? Doivent-elles supporter les prélèvements sociaux? Alors, il a été décidé pour les plus-values immobilières des non-résidents réalisées donc, à compter du 17 août 2012 de les soumettre aux prélèvements sociaux sur les revenus de placement. Alors bien sûr, ça a donné lieu à un abondant contentieux qui a valu à la France d'être condamnée en 2015 pour non-respect du droit de l'Union européenne qui interdit le cumul de législation sociale. Donc c'est ce qu'on a appelé la jurisprudence de Ruyter. En pratique, le résident d'un État membre ne peut être soumis qu'à la législation sociale d'un seul État, donc en matière de sécurité sociale. Par exemple, lorsqu'un contribuable est affilié à un régime dans un État de l'Union européenne autre que la France, de l'espace économique européen ou de la Suisse, eh bien, il ne peut pas être assujetti en France à des prélèvements sociaux sur ses revenus du capital.
Alors pour rendre compatible notre législation nationale avec le règlement de l'Union européenne, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié l'affectation budgétaire des prélèvements sociaux sur les revenus du capital des non-résidents, en les destinant cette fois non plus au financement de la sécurité sociale, mais au financement du Fonds national de vieillesse. Mais toutefois, malgré ce changement d'affectation, de nombreux contentieux persistent. Et d'ailleurs, on a un arrêt récent de la Cour administrative de Nancy qui a renvoyé à la CJUE la question préjudicielle de savoir si cette nouvelle affectation des prélèvements sociaux pour l'essentiel au financement du Fonds national de vieillesse permettait de se soustraire au principe d'interdiction du cumul de législation sociale dans la mesure où finalement le Fonds national de vieillesse a un certain lien avec les branches de la sécurité sociale. Très bien, merci pour ces précisions. Alors une bonne nouvelle, j'ai entendu dire que les plus-values immobilières des non-résidents réalisées à compter du 1er janvier 2019 seraient exonérées de CSG et de CRDS. En effet, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, qui vient d'être adoptée par le Parlement récemment, puisque c'était le 3 décembre dernier, prévoit d'exonérer la CSG et la CRDS sur les plus-values immobilières des non-résidents pour les cessions réalisées en effet à compter du 1er janvier 2019. Alors seraient concernés uniquement les non-résidents qui relèvent d'un régime obligatoire de sécurité sociale d'un autre État membre de l'UE et qui ne sont pas non plus à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale en France en cours d'année. Donc ces prélèvements sociaux qui s'élèvent aujourd'hui à 17,20%, seuls la CSG et la CRDS, donc soit un total de 9,7%, ne serait pas dû par les non-résidents. En revanche, le prélèvement de solidarité qui s'élèverait à 7,5% serait lui dû parce qu'il n'est pas destiné au financement de la sécurité sociale, mais il serait affecté à l'État. Alors, pour les plus-values réalisées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, pas d'exonération de CSG et de CRDS alors? Alors en fait, tout va dépendre de la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne. Comme je viens de vous le dire, elle a été saisie récemment par la Cour administrative d'appel de Nancy en 2018. Par exemple, en 2015, suite au contentieux de la jurisprudence de Ruyter, les contribuables qui avaient payé des prélèvements sociaux depuis 2012 sur leur plus-value immobilière et qu'ils étaient non-résidents ont pu obtenir un remboursement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le délai de réclamation expire au plus tard le 31 décembre de la deuxième année du versement des prélèvements sociaux, de sorte que pour les non-résidents qui auraient payé des prélèvements sociaux en 2016, ils ont intérêt à déposer une réclamation au plus tard le 31 décembre 2018 pour arrêter la prescription. Et est-ce que l'exonération des prélèvements sociaux sur les plus-values immobilières des non-résidents à compter de 2019 serait étendue aux revenus fonciers des immeubles en France des non-résidents? Tout à fait. Et alors pour eux, ce serait pour les revenus fonciers perçus déjà depuis 2018, puisque ça concernerait l'impôt sur le revenu 2018. C'est donc une fiscalité qui est plutôt favorable pour les non-résidents? Alors c'est une fiscalité en effet qui est plus favorable que jusqu'à présent, mais bien évidemment c'est sous réserve d'abord du vote définitif de la loi de finances pour 2019 et puis également de la position du Conseil constitutionnel. Merci Sophie pour vos éclairages sur ces nouveautés à venir, puisque donc on attend effectivement les lois de finances. Vous reviendrez certainement en janvier pour nos numéros spéciaux. À très bientôt. Passons à présent au volet social de ce magazine et j'accueille sans plus attendre Karine Aflalo. Bonjour Karine. Bonjour Marianne. Alors nous allons nous intéresser avec vous Karine au statut des travailleurs des plateformes électroniques de mise en relation et plus spécifiquement à la décision de la Cour de cassation qui s'est prononcée sur le sujet pour la toute première fois. Nous vous écoutons. Oui, c'est un vrai tsunami, hein. Je crois qu'on peut le dire. En fait, le 28 novembre dernier, la Cour de cassation a défrayé
la chronique, puisqu'elle a considéré que la relation contractuelle qui existe entre un livreur à vélo et une plateforme numérique de mise en relation, de type Foodora, vous connaissez peut-être, eh bien, elle a considéré que cette relation contractuelle pouvait être requalifiée en contrat de travail. Voilà, alors qu'est-ce qui se passait concrètement dans cette affaire? Eh bien, on avait la société Take It Easy qui utilisait une plateforme numérique et une application pour mettre en relation des restaurateurs et des clients qui passaient commande de repas. Et donc, au milieu de tout ça, eh bien, on avait les livreurs à vélo. Et eux, ils exerçaient leur activité sous un statut d'indépendant. Eh bien, un de ces coursiers a saisi les juges. Et il a demandé qu'on requalifie la relation qu'il avait avec la plateforme en contrat de travail. Voilà. Alors, la Cour d'appel ne lui a pas donné gain de cause, donc c'est arrivé devant la Cour de cassation. Et celle-ci, eh bien, a donc été amenée à vérifier s'il y avait ou non un lien de subordination entre ce livreur et la plateforme numérique. Ce fameux lien de subordination qui est l'un des critères essentiels du contrat de travail. Exactement, voilà. Et d'ailleurs, depuis à peu près 20 ans, eh bien, la Cour de cassation martèle exactement les mêmes principes sur le sujet. Elle juge, premièrement, que ce lien de subordination, il est caractérisé par quoi? Eh bien, par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, de donner des directives, qui a aussi le pouvoir de contrôler l'exécution de ce qu'il a demandé et de sanctionner les manquements de ses subordonnés. Alors, la Cour de cassation ne s'en est pas tenue là. Depuis 20 ans, elle nous dit aussi que les parties à la relation ne peuvent rien changer à cela. C'est-à-dire qu'elle considère que leur seule volonté ne va pas permettre de soustraire un travailleur au statut social qui découle des conditions mêmes dans lesquelles il accomplit son travail. Et alors, que doit-on déduire de cette jurisprudence sur laquelle la Cour de cassation a une nouvelle fois fondé sa décision? Alors là, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que l'existence d'une relation de travail de type salarié, puisque c'était là le débat, eh bien, elle ne dépend ni de la volonté qui va être exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention qui les unit. Voilà, donc en fait, cette relation, elle dépend des conditions purement factuelles, en réalité, dans lesquelles l'activité professionnelle est exercée. Alors concernant l'affaire qui nous intéresse ici, sur la base de quels éléments objectifs justement, la Cour de cassation en a déduit que le lien qui unissait le livreur à vélo à la plateforme était un lien de subordination? Alors ici, eh bien, la Cour de cassation, elle a fondé l'existence d'un pouvoir de direction et de contrôle de l'exécution de la prestation sur deux éléments factuels. Le premier, eh bien, c'était un pouvoir de sanction qu'avait la plateforme. Et le deuxième, c'était l'existence d'un système de géolocalisation qui permettait en réalité à cette plateforme de connaître la position du coursier en temps réel et aussi qui lui permettait de comptabiliser le nombre total de kilomètres qu'il avait parcourus. Est-ce que vous pourriez développer pour nous le mécanisme de sanction des coursiers que l'entreprise avait mis en place? Oui, tout à fait. Alors ici, en fait, on était dans une relation qui était basée sur un système de bonus et de pénalités. Voilà, les pénalités étant distribuées quand le coursier avait manqué à certaines de ses obligations contractuelles. Donc là, il y avait par exemple une incapacité à réparer une crevaison ou bien le refus de faire une livraison. Voilà, donc il y avait certainement plein d'autres obligations. Donc là, concrètement, s'il manquait une obligation, qu'il avait une pénalité, ça ne portait pas à conséquence. Par contre, s'il cumulait 2 pénalités, là, il y avait une perte de bonus. Et puis, s'il cumulait 3 pénalités, eh bien, il était convoqué pour qu'on ait une petite discussion avec lui, j'imagine. Et à 4 pénalités, eh bien, c'était la fin de la relation. C'est ce qu'a vécu justement le coursier dans cette affaire. D'accord. Quel impact va avoir cette jurisprudence à l'avenir ? Alors, il faut déjà savoir que cette affaire doit tout d'abord trouver sa conclusion judiciaire. Pourquoi ? Eh bien, simplement parce que ce qu'a fait la Cour de cassation, c'est qu'elle a cassé un arrêt d'appel et elle a donc renvoyé l'affaire devant une autre cour d'appel qui va, elle, devoir juger au fond.
Voilà, alors malgré ça, ce qu'on peut dire, c'est que de toute façon, cet arrêt en lui-même, il met déjà à mal l'économie de cette nouvelle forme de travail qui est basée sur le statut de non-salarié. Et d'autant plus qu'en fait, ici, on est vraiment face à un arrêt de principe, puisque la Cour de cassation a en plus choisi de l'accompagner d'une notice explicative. Donc elle a vraiment enfoncé le clou. Maintenant, reste à savoir comment les plateformes numériques elles-mêmes vont s'adapter à cette décision, puisqu'elles peuvent tout à fait modifier certains modes de fonctionnement pour passer un petit peu entre les mailles du filet. Voilà. Et puis, concernant les pouvoirs publics, maintenant, eh bien, on a eu un projet de loi, le projet de loi d'orientation des mobilités, qui a été présenté en Conseil des ministres fin novembre. Et dans ce projet, on a des dispositions qui sont relatives aux plateformes de mise en relation par voie électronique. Vous parlez ici des dispositions du projet de loi Avenir professionnel que le Conseil constitutionnel avait annulé comme cavalier législatif. C'est ça, effectivement, on avait déjà, voilà, on s'était déjà intéressé aux plateformes dans le cadre de la loi Avenir professionnel et comme le Conseil constitutionnel avait annulé ces dispositions, eh bien, on les a réinjectées dans un nouveau projet de loi, voilà, et on les a réinjectées quasi à l'identique. Et que peut-on en retenir en substance ? Alors, en l'état, parce qu'il faut savoir que ces dispositions, elles peuvent encore changer. En l'état, ce qu'on peut dire, c'est qu'elles visent à permettre à ces plateformes, sans obligation, à permettre d'élaborer une charte, une sorte de charte de responsabilité sociale qui permettrait en réalité d'améliorer évidemment le statut des travailleurs concernés sans pour autant qu'on bascule dans le régime du salariat. Et de ce point de vue-là, le projet de texte est extrêmement clair, puisqu'il le dit d'ailleurs. Il dit que le fait d'établir cette charte, le fait de respecter les dispositions qu'elle contient, ne va pas caractériser en soi l'existence d'un lien de subordination entre la plateforme et les travailleurs. Alors voilà, donc ici clairement, le projet de loi a affiché un objectif, c'est celui d'éviter que cette charte et que les éléments qu'elle contient puissent constituer déjà les indices qui permettraient de requalifier la relation contractuelle en relation de travail salarié. Il faut savoir maintenant que les juges, ils sont libres et que ce n'est pas parce que ce projet de loi, s'il reste en l'état et s'il est voté en l'état, ce n'est pas pour autant que ça empêchera un juge de requalifier une relation de travail en contrat de travail s'il estime que voilà, les éléments factuels, comme je l'ai dit, s'y prêtent. Très bien, merci Karine pour toutes ces informations. De rien. À bientôt. Ouais. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et de votre fidélité tout au long de cette année 2018. Je vous donne bien évidemment rendez-vous dès janvier 2019, toujours en compagnie des experts du groupe Revue Fiduciaire pour nos numéros spéciaux consacrés aux lois de finances. Et d'ici là, toute la rédaction et moi-même, nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année.